Bonsoir et bienvenue dans votre région Centre-Val de Loire. Lundi 2 octobre, voici les titres du 19-20. L'horreur en plein concert à Las Vegas. Hier soir, un homme a tiré sur le public, faisant au moins 58 morts et 515 blessés. Bilan provisoire. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. L'auteur des coups de feu, un Américain de 64 ans, se serait suicidé avant l'arrivée de la police. Émotion aussi en France, 24 heures après l'attentat à la gare Saint-Charles de Marseille, revendiqué par le groupe État islamique. 2 jeunes filles ont été tuées à coups de couteau, 2 cousines originaires du Rhône et des Bouches-du-Rhône. Elles avaient 20 ans. À la une, en centre Val-de-Loire, l'inquiétude des salariés de Vivarté dans l'Indre. Selon la CFDT, 700 emplois seraient menacés à Issoudun et à Montier-Chaume. Le groupe qui possède la Allo Vêtements et la Allo Chaussures est en pleine restructuration. Des perturbations sur les cars Rémy en Eure-et-Loir et dans le Loiret. Les conducteurs des transports dunois sous-traitants pour la région étaient en grève ce lundi. Une grève qui devrait durer une partie de la semaine. Et puis un comité de pilotage pour organiser les 500 ans de la Renaissance. La région a lancé le groupe de travail aujourd'hui pour préparer les festivités qui auront lieu en 2019. Mais d'abord donc, l'inquiétude des salariés de Vivarté dans l'Indre. La CFDT tire la sonnette d'alarme. 700 emplois seraient menacés à Issoudun et à Montier-Chaume. Des dépôts logistiques qui ne seraient plus adaptés aux nouvelles orientations de la Allo Vêtements et de la Allo Chaussures. Explication Catherine Lacroix et Jean-Philippe Azzini. Au 4e étage de la mairie de Châteaurouge, Yves Laverousse, le maire de la ville, suit de près le dossier. En 2015, lors d'une première restructuration, il était aux côtés des salariés. À l'époque déjà, il avait proposé à la direction d'alors d'aider à une rationalisation de la logistique des magasins La Halle, répartis sur 2 sites, Montier-Chaume et Issoudun. Sans succès. Aujourd'hui, il se dit prêt à rencontrer la nouvelle direction. Il a d'ailleurs déjà demandé un rendez-vous. Nous, comme on le fait auprès de tous les industriels, on est prêt à étudier les solutions à apporter à leurs besoins de développement, que ce soit sur un site dédié aux vêtements comme c'est le cas aujourd'hui, ou un site mixte qui pourrait accueillir aussi de la chaussure et pourquoi pas du e-commerce. Mais évidemment, on le fera en lien avec nos homologues d'Issoudun, puisqu'il ne s'agit pas d'être en concurrence d'une ville sur une autre, c'est de travailler pour l'intérêt de l'ensemble des salariés des 2 sites et de conforter notre implantation. Mais n'est-il pas déjà trop tard? Le syndicat CFDT craint que l'externalisation de la logistique ne soit au centre des projets de restructuration des magasins La Halle. Une réflexion est confiée à Fabre, le directeur de la logistique, pendant 2 mois pour trouver un avenir à cette logistique qui devrait être conjointe, ça veut dire vêtements, chaussures ensemble. D'où mon interpellation au niveau des politiques en leur disant clairement, écoutez, on a encore une carte à jouer, trouvons des solutions, proposons-leur, et ils ne pourront pas dire demain qu'ils n'avaient pas d'autre choix. De quoi susciter l'émoi chez les salariés qui passent de restructuration en restructuration. Au changement d'équipe aujourd'hui à Montier-Chaume, les visages étaient graves. Une nouvelle fois, leur avenir est suspendu au bon vouloir d'un groupe financier international tentaculaire. Vous l'avez sûrement constaté si vous êtes usager des cars Rémy. Plusieurs perturbations en Eure-et-Loir et dans le Loiret. Les conducteurs des transports dunois sous-traitants pour la région sont en effet en grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. La grève devrait durer une partie de la semaine. Nathalie Hérault, Jamel Mouaki. Une trentaine de salariés étaient rassemblés ce matin devant l'entreprise de cars dunois, l'un des transporteurs du réseau de bus Rémy. 2 préavis de grève déposés par CGTFO demandent une valorisation des salaires et des primes. Tout est fait pour que tout ce qui est prime de repas, prime de nuit ne soit pas distribué. Donc les plannings sont coupés de telle manière à ce que ça ne se fasse pas. Même si la direction dit le contraire, tout le monde a constaté qu'on avait une baisse de salaire. Depuis 9 mois, les syndicats et l'entreprise de cars dunois sont en négociation. Jusqu'à présent, les différentes propositions de la direction ont toutes été refusées. Si frapper plusieurs jours de suite ne mène à rien, on se mettra en grève le lundi matin où il y a une forte influence et on essaiera d'être plus nombreux et on se remettra en grève le vendredi après-midi où vraiment on aura un impact sur le réseau. D'après les syndicats et la direction, la moitié des grévistes reprendront le travail demain. La grève, elle, devrait continuer toute la semaine.
À Bourges, la CGT dénonce la fermeture du centre d'accueil et de soins pour adolescents, un service de l'hôpital Georges Sand où le personnel serait victime de la maltraitance de son encadrement. Plusieurs arrêts maladie seraient recensés, ce qui aurait motivé la décision de la direction de fermer le service ce mercredi. Écoutez. Depuis des mois, les collègues de service alertent sur des difficultés de fonctionnement, de bien-être au travail. Nous avons alerté la direction à de nombreuses reprises pour qu'ils puissent intervenir au sein de ce service pour que les agents puissent retrouver un travail dans de bonnes conditions, puissent travailler dans la sérénité. Et la seule solution qu'il apporte, c'est une solution catastrophique qui est de fermer le service. On l'a appris ce matin, un détenu s'est suicidé à la prison d'Orléans-Saran hier. Il a été découvert pendu avec ses draps dans sa cellule. Il s'agit d'un homme de 25 ans en détention provisoire depuis le mois d'août. Il faisait l'objet d'une surveillance spéciale car sa fragilité psychologique et le risque de passage à l'acte avaient été détectés par les services pénitentiaires. Un casse estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le musée de la Cité de l'Or, situé à Saint-Amand-Montrond dans le Cher, a été cambriolé durant la nuit dernière. Les malfaiteurs ont dérobé la pièce maîtresse du lieu, le gardien de la pyramide, connu également sous le nom du lion de Gucci. Elle se trouvait sur un présentoir entouré de vitrines sécurisées. 2 ostensoirs, des pièces d'orfèvrerie et des bijoux ont également disparu. Une enquête a été ouverte. Écoutez. Toutes les pièces ont été volées. Donc c'est un gros préjudice, surtout pour la ville et ses habitants, puisque bon, c'était aussi pour eux. Donc retirer au public la possibilité de contempler ses œuvres d'art et ses bijoux. Il y avait une très belle collection de bijoux anciens qui reflétaient tous les âges de la vie. Donc c'était quand même quelque chose de particulièrement intéressant. Et c'était le clou de la Cité de l'Or. C'est une obligation. Tous les 10 ans, les déversoirs installés sur la Loire et situés en aval des centrales nucléaires sont vérifiés. Les ouvrages doivent maintenir un débit d'eau suffisant et constant. C'est le cas cette année à Dampierre-en-Burly, dans le Loiret. Reportage sur place, Vincent Laugereau et Julien Bernier. Le matériel déployé n'est pas très impressionnant, mais suffisant pour inspecter les 200 mètres de barrage. Cette pelle araignée elle dispose d'un bras de levage qui va en fait s'équiper du parc courant. Donc l'objet qui est en face de vous, en fait lui qui va bloquer le courant par dérivation et qui va nous permettre de pouvoir investiguer une zone définie et pouvoir que l'opérateur puisse travailler à la fois en sécurité et pouvoir accéder à l'ouvrage. Depuis le début du mois, mètre par mètre, les techniciens vérifient l'état de l'ouvrage. Concrètement, ce qu'on va regarder, c'est les éventuels éclats de béton, les éventuels aciers apparents, ce qu'on appelle en termes techniques des fissures, des fractures, des épaufrures. Aussi des cavités. C'est ce genre de pathologie qu'on recherche. Ces mesures-là permettront de faire un comparatif par rapport à la dernière inspection et de voir si l'ouvrage est serein. L'inspection du déversoir est une obligation tous les 10 ans. Des vérifications indispensables. Cet ouvrage doit maintenir un débit d'eau suffisant et constant dans la centrale. Ce barrage qui est situé légèrement en aval de la centrale permet, lorsque les niveaux d'eau de la Loire baissent, de garder l'eau vers la centrale et donc d'alimenter toujours la centrale en eau. À partir de 25 mètres cubes secondes de débit de la Loire, nous procédons à l'arrêt des réacteurs. Pour autant, une centrale nucléaire, par le fait de sa puissance résiduelle, nécessite en permanence d'être refroidie. Et donc, l'eau va être préférentiellement amenée dans notre système de refroidissement de manière à garantir systématiquement le refroidissement de nos réacteurs. Le chantier arrêté aujourd'hui pour une question administrative doit reprendre rapidement. Il reste encore 2 semaines environ de travail sur ce barrage qui ne semble pas présenter de problème particulier. À Tours, Enedis inaugurait aujourd'hui un nouvel espace baptisé Smartair, conçu à l'intention des clients. Il expose les avantages du nouveau compteur Linky en cours d'installation partout en France. Une façon aussi de répondre aux opposants à cette nouvelle technologie. Jean-Paul Baume et François-Xavier Mauffray. Situé dans les locaux du siège régional d'Enedis à Tours, l'espace Smartair est destiné à expliquer le fonctionnement et l'utilité du compteur Linky, une technologie communicante dont l'intérêt, selon Enedis, est multiple. Meilleure réactivité, des interventions qui sont déclenchées par le compteur lui-même en cas de problème, alors qu'aujourd'hui, sur les réseaux basse tension, quand vous arrivez chez vous à 19h, c'est vous qui appelez Enedis pour dire que vous n'avez plus de courant. Le compteur demain, ou le compteur aujourd'hui déjà d'ailleurs, le signal à Enedis pour qu'on intervienne pendant que vous êtes en train de travailler. Quand vous rentrez le soir chez vous, l'électricité est revenue grâce au compteur Linky, par exemple. C'est un exemple.
Dans le sud de l'Indre-et-Loire, Baie-le-Château fait partie de ces communes où les réticences sont fortes. Une centaine de foyers sur les 300 que compte le village ont fait connaître leur refus de voir installer chez eux ce nouveau compteur. Le maire, qui ne se dit pas opposé par principe à Linky, estime néanmoins de son devoir de porter la parole de ses administrés. La position en ce qui me concerne, c'est de respecter déjà les habitants qui sont sur la commune et quasiment apporter des réponses aux interrogations qu'ils souhaitent pour voir si toutefois il y a une acceptation de la pose du Linky, qu'ils en connaissent les conséquences, qu'ils en connaissent l'utilisation, enfin le maximum de choses, mais faire baisser leur appréhension par rapport au Linky. Le conseil municipal de Baie-le-Château a adopté une motion demandant notamment à Enedis et à ses sous-traitants de respecter le choix des habitants de la commune qui ne souhaitent pas être équipés d'un compteur Linky et de ne pas se livrer à des pressions sur les habitants concernés. Fin de citation. Une liste d'une douzaine de questions très précises posées par 3 associations du Sud-Touraine est entre les mains du directeur territorial d'Enedis. À charge pour lui d'apaiser les inquiétudes des consommateurs. À ce jour, près de 6,5 millions de compteurs Linky ont déjà été installés. Dans l'actualité également, à Tours, toujours, cette belle distinction pour l'équipe du laboratoire Nutrition, Croissance et Cancer de l'Université François Rabelais, le prix Ruban Rose Avenir 2017. Les chercheurs ont en effet mis en évidence l'implication de certaines protéines dans le développement des cellules cancéreuses. Patrick Ferret et Luc Perrault. Les chercheurs du laboratoire Nutrition, Croissance et Cancer s'intéressent principalement aux lipides provenant de l'alimentation et qui peuvent prévenir le développement des cancers ainsi qu'améliorer les traitements. L'exemple le plus connu étant les acides gras oméga 3. Une équipe a mis en évidence le développement anormal de certaines protéines dans les cellules cancéreuses. Ce sont des protéines qui sont connues pour être exprimées normalement dans des cellules non cancéreuses, telles que ce qu'on appelle les cellules excitables, les cellules musculaires, les cellules nerveuses, les cellules cardiaques. Et ce que nous avons montré, c'est que ces protéines sont anormalement exprimées dans les cellules cancéreuses et leur confèrent des propriétés d'agressivité qui vont aboutir à la formation des métastases, qui sont des tumeurs secondaires. C'est un stade très agressif de la maladie. Le laboratoire travaille évidemment sur les cancers du sein, mais aussi les cancers colorectaux, de la prostate ou de l'ovaire. En tout cas, la découverte de ces protéines ouvre des pistes pour développer de nouveaux traitements. Ces stratégies que nous développons, c'est à la fois une stratégie pharmacologique, c'est développer des molécules qui vont cibler spécifiquement ces protéines dans les cellules cancéreuses, et également développer une stratégie alimentaire, nutritionnelle, puisque l'on sait que les lipides qui nous intéressent régulent l'activité de ces protéines. Donc l'idée, c'est de pouvoir, avec un régime alimentaire adapté, avec des lipides adaptés, pouvoir réduire l'activité ou l'expression de ces protéines et réduire l'agressivité cancéreuse. Avec le prix Ruban Rose Avenir 2017, l'équipe reçoit un chèque de 60 000 €, une somme qui permettra de payer un chercheur pendant 1 an et d'approfondir toutes ses recherches. Je vous le disais en titre, le centre Val-de-Loire fêtera en 2019 les 500 ans de la Renaissance. Une date qui coïncide avec la pose de la première pierre du château de Chambord et avec la mort de Léonard de Vinci. Pour organiser l'événement, un comité de pilotage a été mis en place cet après-midi. Il sera chargé d'établir le programme des festivités. Le détail avec Arnaud Moreau et Pascal Épée. C'est le premier nom qui vient à l'esprit lorsque l'on évoque la Renaissance en centre Val-de-Loire, le château de Chambord. Les travaux ont démarré en 1519. 500 ans plus tard, la région rendra hommage à cette période qui fut un phénomène civilisateur, touchant tous les métiers. Et il n'y a pas que ce monument qui va être mis en valeur. On est assis sur une mine d'or et on ne le sait pas. Tout ce patrimoine, ces joyaux architecturaux, ces reliquats de l'histoire qui nous arrivent, qu'on nous a légués, nous devons les faire fructifier. D'abord parce que c'est une manne touristique incroyable, ça attire les touristes de France mais du monde entier. Et puis surtout, c'est un vivier d'emploi, ça impacte directement l'économie des territoires et particulièrement dans les communes rurales. La région veut marquer le coup. Organiser des spectacles qui ne seront pas tournés vers le passé, mettre en avant la science. Des accords seront mis en place avec la Toscane. Nous avons la volonté de monter, par exemple, des colloques scientifiques en commun. Nous avons la volonté de favoriser le mouvement des touristes d'un pays, d'une région vers l'autre.
Un nom sera bien sûr au centre de toutes les célébrations, celui de Léonard de Vinci. Parmi les réalisations, le château du Clos Lucé à Amboise prévoit de créer un musée spécial. Où l'on pourra, par exemple, rentrer dans la galerie virtuelle des 17 peintures de Léonard de Vinci, mais aussi rentrer dans son cerveau, voir le détail de ses peintures, des sourires. Le programme de ces 500 ans sera dévoilé fin 2018. Le projet se veut considérable et nécessitera la participation de mécènes. C'est l'un des auteurs les plus en vue de cette rentrée littéraire 2017 et il est orléanais. Jean-Marie Blaise de Robles, prix Médicis 2008, c'est l'invité du 19-20 ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez de sortir votre dernier roman aux éditions Zulma. Il s'intitule « Dans l'épaisseur de la chair », l'histoire d'un homme qui raconte la vie de son père, qui dresse son portrait. Alors est-ce que c'est de la fiction ou bien c'est l'histoire de votre famille à vous ? C'est une fiction qui s'inspire de ma famille et de l'histoire particulière de mon père, donc d'un fils d'immigrés espagnols né en Algérie, comme moi, Sidi Bel Abbès, et qui a eu une destinée assez romanesque pour qu'elle m'inspire ce roman. C'est important quand on fait de la littérature de s'interroger aussi sur ses propres racines ? Dans ce cas précis, c'était extrêmement important parce que ça touchait à ma propre identité. Je suis né à Sidi Bel Abbès, je suis ce qu'on appelle un pied noir comme mon père, et je suis arrivé à un âge où il m'a été nécessaire de trouver ma place dans cette vaste histoire et dans cette longue tragédie qui va de la colonisation de l'Algérie par la France jusqu'à la guerre d'indépendance et au rapatriement. Votre livre raconte aussi effectivement l'Algérie au travers l'histoire de cette famille de pieds noirs. L'Algérie, on a l'impression que c'est un thème qui revient souvent chez les auteurs. Est-ce que c'est un traumatisme justement qu'il faut évacuer, notamment avec l'écriture ? Je pense qu'il y a là une coïncidence qui trouve certainement sa réponse dans ce que vous venez de dire. Alors je ne sais pas la raison exacte, mais il y a quand même la sensation chez moi et chez les divers auteurs qui publient en cette rentrée littéraire 5 ou 6 livres, je crois, 5 ou 6 romans sur ce sujet. Oui. À la fois la sensation que les derniers témoins sont en train de disparaître, comme ceux qui ont l'âge de mon père, qui ont 93, 94 ans, que nous-mêmes, nous sommes les derniers détenteurs de leur mémoire à eux, et qu'il s'agit peut-être de se presser un peu pour enlever cette chape qui a occulté en grande partie pour une réconciliation aussi peut-être. Bien sûr, le seul propos, c'est la réconciliation. C'est la participation à la blessure même de part et d'autre des acteurs de cette longue tragédie. On voit aussi que votre travail a été beaucoup documenté. Il y a des faits très précis sur la guerre d'Algérie, bien sûr, mais aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Comment vous avez mené justement ce travail de recherche ? Ça a été un long travail de documentation qui a duré près d'un an, comme toujours lorsque j'écris, et qui a consisté à essayer de comprendre d'abord, moi, ce qui s'était réellement passé, et pour pouvoir y réintroduire la geste paternelle dans son débarquement en Italie, sa guerre à Monte Cassino, sa guerre à Sienne, sa guerre au débarquement de Provence, mais aussi sa vision et le fait qu'il ait assisté au massacre de Sétif en 1945 et dont il a été témoin en tant que médecin. Merci beaucoup Jean-Marie Blaise de Robles d'être venu nous parler de votre dernier roman, un très beau roman donc, Dans l'épaisseur de la chair qui paraît, je le rappelle, aux éditions Zulma. Merci beaucoup. Merci à vous. Il s'appelle Victor Delalleux, il a 18 ans, il est tourangeau, il fait en ce moment le buzz sur YouTube. Sa chaîne qui évoque la science et le cosmos est devenu un véritable phénomène, à tel point qu'il a été approché par les organisateurs du Game Tour Festival, un événement qui rassemblera ce week-end les passionnés de nouvelles technologies. Et en attendant, l'interview de Victor Delalleux est à retrouver sur notre site internet cvdl.france3.fr.
Le feuilleton du 19-20 et cette semaine nous vous emmenons au parc floral de la Source, le véritable poumon vert de l'agglomération orléanaise. Un gros plan ce soir sur la réorganisation des massifs pour l'hiver. Tout un programme pour les jardiniers. Feuilleton signé Arnaud Moreau, Djamel Mouaki et Ève Magnier. Début de l'automne, le parc floral se réveille doucement, sous une drôle de brume. L'arrosage, l'une des nombreuses tâches quotidiennes réalisées par l'équipe du parc. Aujourd'hui, les jardiniers travaillent sur les massifs. Avec la fin de l'été, ils arrachent. Un gros chantier. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ces plantes vivaces demandent à l'année beaucoup de travail. De la taille, du désherbage par exemple. C'est pas tous les jours, c'est périodique, mais on y revient en principe une fois par mois. Quand on a fini à un bout du massif, il faut presque recommencer à l'autre bout, quoi. C'est ça. Ces plantes ne sont pas jetées, mais emmenées à l'abri des regards pour être rempotées. À la base des tiges, on va avoir des yeux qui vont redémarrer et qui redonneront les nouvelles tiges pour l'année prochaine. Voilà. Donc là, on a un pied qui est relativement gros. Ce qu'on peut faire, c'est que dans un deuxième temps, on va pouvoir le diviser. De là naîtront 2 pieds. Ils grandiront au printemps prochain. La base du métier de jardinier, c'est avant tout d'anticiper. C'est toujours une remise en question, parce qu'on travaille avec du vivant. On travaille avec des plantes, donc une année et pas l'autre. Une année, un développement va être différent, que ça soit par rapport aux saisons, par rapport... Donc je dirais que c'est toujours une éternelle remise en question. Créé en 1963, le parc floral de la Source compte 35 hectares. Plantes vivaces ou annuelles, arbustes ou arbres majestueux, une quinzaine de jardiniers assurent la vie de cette diversité. Ils ne se servent pas toujours de leurs mains pour arracher, mais restent attentifs aux racines. On met tout en œuvre pour pouvoir les préserver un maximum. Si on attaque le système racinaire, évidemment, ça leur cause des faiblesses. Hein. Donc, mais bon, il arrive des fois que on ne peut pas faire autrement. Certains sont statiques, d'autres un peu moins. Forcément, une surface totale de 10 hectares à tondre, ça donne un peu la bougeotte. Normalement, c'est un collègue toutes les semaines. On est à peu près 4 tondeurs et donc on fait un roulement. En tout cas, oui, comme je dis le soir, votre tondeuse chez vous, vous en entendez pas parler. Oui, quand on fait ça toute la journée, oui, après on est... ça va, on a fait une bonne journée. Diversité des espèces et des métiers, le parc de la Source a encore plein d'histoires à nous raconter.